Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique juridique. Fondé par Gérard Marcoux. Dirigé par Jean-Claude Nemery et Thomas Perroux. Le droit n'est pas seulement un savoir, il est d'abord un ensemble de rapports et pratiques que l'on rencontre dans presque toutes les formes de société. C'est pourquoi il a toujours donné lieu à la fois à une littérature de juristes professionnels, produisant le savoir juridique, et à une littérature sur le droit, produite par des philosophes, des sociologues ou des économistes notamment. Parce que le domaine du droit s'étend sans cesse et rend de plus en plus souvent nécessaire le recours au savoir juridique spécialisé, même dans des matières où il n'avait jadis qu'une importance secondaire, les ouvrages juridiques à caractère professionnel ou pédagogique dominent l'édition, et ils tendent à réduire la recherche en droit à sa seule dimension positive. À l'inverse de cette tendance, la collection Logique juridique des éditions L'Harmattan est ouverte à toutes les approches du droit. Tout en publiant aussi des ouvrages à vocation professionnelle ou pédagogique, elle se fixe avant tout pour but de contribuer à la publication et à la diffusion des recherches en droit, ainsi qu'au dialogue scientifique sur le droit. Comme son nom l'indique, elle se veut plurielle. Dernière parution. Thérèse de Villette, La justice réparatrice. Une justice nouvelle enracinée dans la tradition africaine, 2021. Romain Fedel, Le refinancement d'entreprises en difficulté, l'optimisation juridique du concept de capital retournement, 2021. Nicolas de Monron, Le préfet stratège. La déconcentration en Basse-Normandie de 1981 à 2017, 2021. Marie-Laure Besson, L'obligation de délivrance dans les baux commerciaux, 2021. Louise Faure et Jean-Baptiste Guillonnet dire Consentement et droit public, 2021. Préface de Jacques Toubon. Considérant que le respect des droits des étrangers est un des marqueurs principaux de la protection et de l'effectivité des droits et libertés dans un pays, tout au long de mon mandat de défenseur des droits, j'ai eu à cœur de défendre et promouvoir les droits fondamentaux des étrangers en France. J'ai eu l'occasion à de nombreuses reprises de dénoncer les entraves persistantes à l'entrée dans la procédure d'asile et les difficultés rencontrées tant par les demandeurs d'asile que les réfugiés dans l'accès à leurs droits fondamentaux. Avec cet ouvrage, qui présente les résultats d'une recherche de grande envergure soutenue par le Défenseur des droits et menée de mars 2018 à mars 2020, j'ai souhaité que l'institution, conformément à l'article 34 de la loi organique relative aux défenseurs des droits, contribue à la connaissance scientifique des difficultés rencontrées par les minorités en matière d'accès à l'asile. Pour mieux agir et défendre les droits de chacun, il m'a toujours semblé nécessaire de disposer d'un état des lieux rigoureux et actualisé des situations d'atteinte aux droits en France. Si l'asile est le droit de bénéficier de la possibilité d'entrer et de séjourner dans un pays d'accueil afin d'être protégé et d'échapper aux persécutions subies, ou raisonnablement susceptibles d'être subies, dans le pays d'origine, pendant longtemps, les États n'ont pas accordé ce droit aux personnes homosexuelles et transgenres persécutées en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. En effet, la définition du réfugié de la Convention de Genève, sexuellement neutre, ne reconnaît pas expressément de protection en fonction du sexe ou du genre de la personne ni de son orientation sexuelle. Il a fallu attendre 1998 pour que la jurisprudence, en se fondant sur le critère de l'appartenance à un certain groupe social, art. 1er, A2 de la Convention, reconnaisse aux personnes gays, lesbiennes, bisexuelles ou transgenres persécutées dans leur pays d'origine un droit d'asile. Malgré cette évolution jurisprudentielle importante, ces personnes rencontrent toujours de grandes difficultés pour obtenir le statut de réfugié. La difficulté majeure pour le demandeur d'asile réside dans le fait de devoir prouver son appartenance à un certain groupe social, autrement dit, son orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée. La crédibilité de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre invoquée devient ainsi une question centrale, souvent remise en cause. Bien qu'en théorie la preuve de la sexualité ne soit pas exigée, dans de nombreux pays de l'Union européenne, et notamment en France, celle-ci est de fait devenue l'élément clé pour rendre vraisemblable le récit de persécution du demandeur d'asile. Le présent ouvrage cherche à documenter la manière dont la preuve de l'intime est produite et instruite ainsi que sa conformité aux principes du droit national,
européen et international. S'il met en évidence des difficultés procédurales, il rend compte également de la perméabilité des officiers de protection du droit d'asile aux représentations occidentalo-centrées. En mobilisant une double approche, sociologique et juridique, l'étude parvient ici à éclairer les enjeux complexes de l'effectivité du droit d'asile pour les étrangers persécutés en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. La richesse et la qualité des observations, des entretiens et des analyses juridiques que cette recherche a mobilisées conduiront, je l'espère, l'ensemble des autorités concernées à agir. En particulier, je souhaite que les autorités en charge de l'asile engagent un effort de formation pour dépasser les stéréotypes et les conceptions traditionnelles selon lesquelles s'évalue la preuve de l'intime des populations provenant de contextes culturels éloignés de ceux prévalant en Occident. Jacques Toubon, ancien défenseur des droits. Remerciements. Cet ouvrage est le fruit d'un rapport rédigé par Daniel Borillo, responsable du projet commandé par le défenseur des droits. Le terrain sociologique, entretien, collecte de dossiers, a été effectué par Manuela Salcedo, sociologue à Paris 8 et Shira Afkin, politiste à Sciences Po. Nous exprimons notre sincère reconnaissance aux défenseurs des droits qui a permis la réalisation de l'étude et plus particulièrement à Sophie Latraverse, Martin Clément, Marielle Chapuis, Roman Blanchard et Anne Duqueslenec. Nous sommes spécialement reconnaissants aux responsables des pouvoirs publics, aux magistrats, rapporteurs et autres agents de la Cour nationale du droit d'asile, CNDA, aux autorités de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides OFPRA, en particulier Coralie Capdebosc, référente vulnérabilité, et Adrienne Rodriguez-Cruz, chef de file du groupe de référents orientation sexuelle et identité de genre, ainsi qu'au personnel du Centre de recherche et de documentation de la CNDA, CEREDOC. Nous remercions également les représentants d'organisations non gouvernementales ainsi que les avocats qui ont nourri notre recherche en répondant à nos questions et en nous permettant l'accès aux informations nécessaires. Nous exprimons également notre reconnaissance aux collègues du CERSA et à son personnel administratif. Enfin, nous tenons à mentionner tout particulièrement la disponibilité des bénévoles des associations qui ont témoigné de leur travail quotidien auprès des requérants. Abréviations et acronymes. Introduction. L'asile s'inscrit dans les racines les plus profondes du droit occidental. Face au pillage et à la force, faisant la loi, certains lieux bénéficiaient d'une sorte d'immunité, comme l'atteste la terminologie même du mot asile, du grec asulo, lieu inviolable. C'est dans le temple de Poséidon que cette tutelle a vu le jour. D'origine religieuse, l'asile était une manière d'invoquer une protection plus haute, un espace sacré. Dans la Rome antique, ce lieu était le temple Asileus bâti par Romulus sur le mont Capitolin. L'asile des églises chrétiennes est attesté depuis le IVe siècle, concile de Sardique de 344. Laïcisé, l'asile territorial est devenu une prérogative de l'État qui permet à une personne de se maintenir sur son territoire en dérogeant aux règles générales du droit des étrangers. En France, selon la Constitution du 6 Messidor de l'an I, 24 juin 1793, le peuple français donne asile aux étrangers bannis par la cause de la liberté. La Constitution de la Quatrième République consolidera cette tradition, lorsque l'alinéa 4 du préambule énonce que tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. En droit international, le droit d'asile est un droit humain fondamental reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Avec la Convention de Genève du 7 juillet 1951 et le Protocole de New York du 31 janvier 1967, le statut de réfugié est devenu un fondement de l'asile. Au niveau de l'Union européenne, UE, le régime d'asile européen commun, RAEC, a instauré un régime minimal commun en la matière. L'article 18 de la Charte des droits fondamentaux comprend pour la première fois un droit d'asile garanti dans le respect des règles de la Convention de Genève, et la Charte consacre à l'article 19.2 le principe de non-refoulement selon lequel il est interdit de renvoyer une personne vers un lieu où elle a des craintes fondées d'être persécutée ou encourt un risque réel d'être soumise à la torture ou à des traitements ou des peines inhumains ou dégradants.
La Convention européenne des droits de l'homme garantit indirectement ces principes en son article 3. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la Cour, constitue une violation de cet article l'éloignement par un État contractant d'une personne vers un pays où celle-ci risque de subir un traitement inhumain ou dégradant. Cet éloignement s'apparente à un refoulement. La procédure d'asile est ainsi l'un des mécanismes dont disposent les États pour éviter une telle violation. Aujourd'hui en France, le droit d'asile est régi par les dispositions du livre 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, CESEDA, réformé pour la dernière fois par la loi sur l'asile et l'immigration de 2018. Une personne qui sollicite l'asile en France peut obtenir soit le statut de réfugié, soit une protection subsidiaire, suivant qu'elle encourt des persécutions ou des atteintes graves dans son pays d'origine. Mais la reconnaissance d'une de ces deux protections internationales n'est pas sans difficulté pour les membres des minorités sexuelles. À propos liminaire, l'asile gay et lesbien. Selon les principes de Yogyakarta, l'orientation sexuelle fait référence à la capacité de chacun de ressentir une profonde attirance émotionnelle, affective et sexuelle envers les individus du sexe opposé, de même sexe ou de plus d'un sexe, et d'entretenir des relations intimes et sexuelles avec des individus. L'identité de genre renvoie à l'expérience intime et personnelle du sexe faite par chacun, qu'elle corresponde ou non au sexe assigné à la naissance, y compris une conscience personnelle du corps et d'autres expressions du sexe, y compris l'habillement, le discours et les manières de se conduire. Les directives européennes utilisent le terme orientation sexuelle. Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, emploie les termes orientation sexuelle, identité de genre et personnes LGBT, et refuse le vocable homosexualité parce qu'il invisibilise les lesbiennes et peut être considéré comme offensif. Les fiches thématiques de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, OFPRA, font référence aux minorités sexuelles et de genre, et la Cour de justice de l'Union européenne, CJUE, utilise le terme homosexualité et personne homosexuelle. Il faut souligner que les législations des pays d'origine pénalisant l'homosexualité ne font jamais référence à ces notions et utilisent des expressions qui renvoient plutôt à un acte qu'à une identité. Sodomie, grossière indécence, acte contre nature, outrage aux bonnes mœurs, promotion des valeurs non traditionnelles. Cette différence conceptuelle montre que dans les pays d'origine, c'est l'acte qui définit l'homosexuel et non pas une identité, comme c'est le dans les pays d'accueil. En 2019, selon les informations provenant d'organismes officiels et des organisations non gouvernementales, ONG, 72 États pénalisent sévèrement les relations sexuelles entre personnes de même sexe, dont 8 par la peine capitale. La montée des intégrismes religieux dans le monde n'augure pas d'une amélioration de la situation. Bien au contraire, les sectes évangélistes, l'Église orthodoxe russe, l'islam radical et les juifs traditionalistes ne cessent d'inciter à la haine envers les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes, LGBTI. Outre les États qui pénalisent formellement l'homosexualité, il en existe d'autres où le viol punitif ou le viol curatif, le mariage forcé, l'internement psychiatrique forcé, les thérapies médicales sous contrainte, les violences, le harcèlement et les discriminations sont monnaie courante. Au surplus, peut être persécutée toute personne en raison de ses activités revendicatrices en faveur de la reconnaissance des droits des homosexuels. L'État n'a pas, hélas, le monopole de la persécution. Même en l'absence de criminalisation de l'homosexualité, le voisinage, la famille, l'employeur et la société en général peuvent être source de violence envers les personnes LGBTI. Pourtant, pendant longtemps, les États n'ont pas octroyé de protection internationale aux personnes homosexuelles et transidentitaires. En effet, les textes régissant l'asile sont sexuellement neutres et ne reconnaissent pas expressément de protection en fonction du sexe ou du genre de la personne, ni de son orientation sexuelle. Mais au cours des années 1990, par suite des développements du droit international et européen en la matière, les autorités nationales ont par leur pouvoir d'interprétation des textes, intégré la question de l'orientation sexuelle dans l'analyse et reconnu le statut de réfugié puis la protection subsidiaire aux lesbiennes et gays persécutés dans leur pays d'origine. Il faut toutefois souligner que dans le contexte actuel,
Les pays d'accueil font face à une crise migratoire et c'est dans un climat de soupçon que les autorités évaluent les requêtes, analysent les preuves et se font une intime conviction sur la véracité des demandes. L'OFPRA, institution habilitée à reconnaître le statut de réfugié et la protection subsidiaire en France, constate une augmentation des dossiers fondés sur l'orientation sexuelle. Nous n'avons pas de chiffres officiels, parce qu'il est interdit de réaliser ce genre de statistiques. En revanche, je peux dire que le nombre de dossiers concernant les orientations sexuelles augmente depuis 2013. Il concerne en majorité un public africain et nos agents sont spécialement formés pour ces cas particuliers, explique Pascal Brice, ancien directeur de l'OFPRA. La particularité de ces dossiers est que l'on juge moins la réalité des craintes des persécutions ou des atteintes graves, que la véracité de l'homosexualité ou de la transidentité des requérants. Cette situation fait écho à l'interrogation de Michel Foucault sur la nécessité d'instituer un vrai sexe ou une véritable sexualité, question d'autant plus pertinente que les opérateurs de l'asile vont évaluer la crédibilité de l'appartenance du requérant à une minorité sexuelle. Lors de la détermination du statut de réfugié, la crédibilité de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre invoquée est donc devenue une question centrale. Bien que l'on ne doive pas théoriquement exiger la preuve de la sexualité, celle-ci est de fait l'élément clé pour rendre vraisemblables les craintes invoquées par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine. Or, prouver objectivement son orientation sexuelle apparaît particulièrement difficile, car le demandeur n'est pas toujours en mesure de fournir des éléments tels que des documents personnels, des photographies, des témoignages, des vidéos ou des écrits, des articles de presse, des attestations médicales témoignant des mauvais traitements physiques et psychologiques subis justement parce qu'il doit dissimuler sa condition et faire preuve de discrétion s'il veut survivre dans son pays d'origine. Souvent, le demandeur d'asile a une double vie et est obligé de se marier dans son pays d'origine. Étant donné que la production des preuves objectives permettant de démontrer l'orientation sexuelle d'un demandeur d'asile LGBTI est particulièrement difficile à apporter, la solidité du dossier d'asile va reposer principalement sur le récit du requérant. Il devient alors l'élément central de la procédure d'asile. Le HCR souligne, en ce sens, le fait de poser à la requérante ou au requérant des questions sur sa prise de conscience par rapport à son identité sexuelle, ainsi que sur son vécu et son ressenti plutôt que sur les détails de ses activités sexuelles, peut contribuer à évaluer sa crédibilité de manière plus exacte. En l'absence de critères préétablis, la crédibilité du récit va dépendre uniquement de l'intime conviction de l'agent de l'OFPRA et des juges de la Cour nationale du droit d'asile, CNDA. B. Objectif. Cette étude qui s'est déroulée entre mars 2018 et mars 2020, grâce à une convention d'études et de recherche entre le Défenseur des droits et le Centre national de la recherche scientifique, CNRS, sous la direction de Daniel Borillo, a pour objectif global d'analyser les modalités de la preuve de l'orientation sexuelle en matière d'asile. Notre recherche porte spécifiquement sur la construction des indices. Bien que le terme « preuve » ne soit pas utilisé dans la procédure aussi bien auprès de l'OFPRA que de la CNDA, nous avons toutefois décidé de le maintenir à des fins heuristiques, car il nous semble suffisamment clair pour analyser la manière dont se mettent en place les indices au moment où le requérant étaye sa demande et lorsque les agents de l'asile l'évaluent. La preuve constitue un élément clé pour que les requérants puissent voir leurs droits appliqués correctement. La preuve est un construit social et lorsqu'elle est fabriquée au sein du procès, elle prend la forme juridique. C'est sous cette forme-là qu'elle nous intéresse en premier lieu. En droit, la preuve apparaît d'abord dans la constitution du dossier probatoire, les allégations ou les éléments nécessaires pour étayer la demande, pour reprendre la terminologie de l'asile, puis lors de son instruction avec l'appréciation que les autorités administratives et judiciaires font des éléments présentés par le requérant. La preuve en droit n'a pas tant pour objet de faire émerger la vérité que de permettre l'application de la règle de droit, en l'espèce la reconnaissance du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Nous nous sommes concentrés sur l'orientation sexuelle, gay, lesbienne, à la fois parce que tout au long de notre enquête nous n'avons pas trouvé de demande de requérants transsexuels, bisexuels ou intersexes et parce que ces dernières catégories méritent une étude à part du fait de leur spécificité.
Le nombre de demandeurs d'asile en raison de l'orientation sexuelle est beaucoup plus important que celui fondé sur l'identité de genre et l'intersexualité. Cette simple constatation ne dit rien sur la situation de ces minorités et mériterait effectivement une problématisation pour mieux comprendre les raisons profondes d'une telle situation. Au-delà de la question juridique, le défenseur des droits souhaitait connaître la manière dont la preuve est à la fois produite, requérant, centre d'accueil pour les demandeurs d'asile, associations, compatriotes, et instruite, centre de documentations institutionnelles, officier de protection de l'OFPRA, rapporteur et juge de la CNDA, cassation au Conseil d'État, ainsi que sa conformité aux principes du droit national, international et européen. Pour ce faire, nous nous sommes attachés à l'analyse du dossier probatoire depuis l'allégation jusqu'à la décision finale en passant par l'instruction. Au stade de la construction du dossier probatoire, la question est celle de savoir qui produit le dossier probatoire. Comment est-il construit ? Le dossier se fait-il à partir de l'autodéfinition du requérant ? Et quelle place occupe le récit de vie de ce dernier ? Quels autres indices sont-ils mobilisés ? Témoignages, convocation policière, condamnation pénale, attestation médicale du pays d'origine signalant des traumatismes physiques ou psychologiques, attestation médicale française signalant des traumatismes physiques ou psychologiques, attestation d'assistants sociaux français. Quelles autres pièces sont demandées par les associations au moment de construire le dossier probatoire ? Dans quelle langue s'expriment les requérants auprès des associations ? Leurs paroles, leur histoire sont-elles bien comprises ? Lorsqu'un avocat intervient en raison d'un rejet de l'OFPRA, quelles sont les nouvelles preuves qu'il pourra introduire dans le dossier ? Considère-t-il que le récit a été bien fait, ou au contraire qu'il constitue un boulet ? Comment l'avocat apprécie-t-il l'audience ? Considère-t-il que l'officier de protection a bien observé le droit ? Respect de l'intimité, absence de stéréotypes, absence de questions pièges ? Enfin, concernant la situation dans les pays d'origine, comment sont analysées les sources d'informations disponibles par les officiers de protection (OP) de l'OFPRA et les rapporteurs de la CNDA ? Au stade de l'instruction se pose la question de savoir par qui et comment la preuve est appréciée. Quelle est la place de l'entretien avec l'OP ? Et quelle est l'importance des auditions à l'audience de la CNDA en cas d'appel de la décision de l'OFPRA ? Quelle est leur force probante ? Que se passe-t-il lorsque les déclarations à l'audience ne correspondent pas avec le récit de vie ? Les prohibitions relatives à la vie privée et la dignité établies par la CJUE sont-elles bien prises en compte ? L'interdiction de recourir à une expertise psychologique pour établir l'orientation sexuelle et l'interdiction de fonder une décision à partir uniquement d'une vision stéréotypée de l'homosexualité sont-elles respectées ? Quel temps prend-elle l'audience ? Quelle est la place des rapports officiels concernant la situation dans le pays d'origine et celle des rapports des ONG ? Ces rapports sont-ils suffisamment fiables ? Les juges ou les agents de l'OFPRA demandent-ils de l'aide aux autorités diplomatiques pour vérifier des preuves ? Et que se passe-t-il lorsqu'il y a un écart entre ce qui est indiqué dans un rapport et le récit du requérant ? Les preuves présentées par les requérants accompagnés d'une association agréée ou d'un avocat bénéficient-elles d'un traitement favorable ? Le requérant doit-il prouver une vie sexuelle ou une vie amoureuse dans le pays d'origine ? Les interprètes sont-ils bien formés pour reproduire un discours relevant de l'intimité du requérant ? Existe-t-il une hiérarchie des preuves ? Comment est construit le raisonnement probatoire du juge ? Comment se forme sa conviction ? Qu'est-ce qu'emporte son intime conviction ? Quels sont les éléments objectifs et subjectifs qui emportent son intime conviction ? Qu'est-ce qu'un récit crédible, cohérent ou plausible pour le juge ? Comment justifie-t-il sa conviction ? Pour exposer la rationalité de sa décision. Comment évalue-t-il la cohérence d'un récit, sa crédibilité ? Quelle est la place du bénéfice du doute au moment de statuer ? Qu'est-ce qui rend un récit vraisemblable ? Quels éléments fait-il prévaloir ? Comment interprète-t-il les faits ? Quelle image a-t-il de l'homosexualité ? L'homosexualité est-elle pour le juge un comportement érotique ou une identité ? Une trajectoire incohérente, passé hétérosexuel, mariage, enfant, pénalise-t-elle le requérant au moment de prouver son orientation sexuelle ? Le raisonnement probatoire du juge est-il conforme au guide du HCR et aux autres recommandations ?
C'est problématique. La procédure d'asile se déroule généralement en l'absence de preuves matérielles susceptibles d'écarter le bien-fondé des demandes présentées. Cette situation rend la tâche d'instruction plus délicate et plonge les instructeurs dans une incertitude assez générale. De surcroît, les récits portent sur des contextes socioculturels et géopolitiques étrangers et lointains auxquels l'instructeur n'a accès qu'à travers le récit des demandeurs et la documentation fournie par l'institution, OFPRA-CNDA. L'établissement des faits et l'évaluation de la crédibilité du récit se font donc largement sur des hypothèses et des estimations de probabilité approximatives. Dans ce contexte, la problématique est plutôt celle de la conviction, crédibilité du récit, que celle de la vérité des faits. La question « Le récit est-il vrai ?», renvoie au degré de crédibilité des déclarations du requérant. Il s'agit d'une opération cognitive préalable à la qualification juridique, la disposition psychologique de celui qui présente la preuve et de celui qui la reçoit. Ce qui nous intéresse dans notre recherche n'est pas tant la qualification juridique, somme toute bien plus facile à déterminer, que le processus de construction du récit des demandeurs d'asile LGBT et l'appréciation, évaluation, dudit récit par les instructeurs. D. Méthodologie. Pendant une année, nous avons rencontré différents acteurs du dispositif de l'asile, que ce soit des personnes travaillant dans les centres d'hébergement d'urgence pour étrangers CHUM, des bénévoles dans les associations d'aide aux migrants LGBTI, des avocats, des juges de la CNDA, magistrats, assesseurs ou HCR, des rapporteurs, du personnel du centre de documentation de la CNDA CEREDOC, des chercheurs spécialistes de l'asile par motif de l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, OSIG, et les chefs de file de l'OFPRA chargés des questions de genre et de sexualité. Pour développer notre recherche, nous avons procédé de la manière suivante. Nous avons effectué des entretiens auprès des associations spécialisées, en particulier celles habilitées par l'OFPRA, mais pas uniquement. Nous avions préalablement assisté à un certain nombre de permanences organisées par lesdites associations, afin de comprendre la tenue des premières rencontres avec les demandeurs d'asile, et d'observer les tactiques rhétoriques mises en place par les associations lors de la construction du récit de vie des requérants. Les associations d'aide aux demandeurs d'asile effectuent 1 ou 2 permanences par mois, pendant lesquelles elles accueillent les usagers et les assistent dans le processus de demande d'asile. La plupart des associations travaillent en étroite collaboration avec un ou plusieurs avocats. Nous nous sommes également entretenus avec l'une des responsables de CADAH-UDA et avec un ancien chef d'un centre d'hébergement pour comprendre comment, à ce stade, commence à se mettre en place une stratégie discursive du récit de vie. C'est au niveau de ce type d'assistance sociale que le requérant est confronté pour la première fois à son récit de vie. La méthodologie utilisée a été celle de l'entretien semi-directif. Nous avons constitué en amont une grille de lecture avec une dizaine de questions permettant de guider l'entretien tout en se réservant la possibilité de compléter cette grille par d'autres questions. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.